Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Une délégation des patrons de presse du Bénin ont effectué une visite à Ouidah le 3 janvier dernier. Sous l'évite du Dr John Akintola, cette visite a permis à ces derniers de constater les réalisations du gouvernement dans la ville historique. Annoncé par haut dignitaire, une cérémonie se tient à Ouidah dans le cadre des Vodou Days qui démarre le 9 janvier prochain. Plus de précisions dans cette édition. Plusieurs faits et événements ont marqué l'année 2024, notamment en politique. Un acteur politique les expose sur Esaü TV. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à nouveau. Le docteur John Akintola a invité le vendredi 3 janvier dernier les patrons de presse à une visite de réalisation, une visite pour constater les réalisations du gouvernement à Ouidah. La délégation a pu toucher du doigt et des yeux la métamorphose de cette ville historique. Le reportage est un élément signé Esaü TV. Toucher du doigt les réalisations du gouvernement du président Patrice Talon dans la ville de Ouidah. C'est à cet exercice que s'est attelé les patrons de presse dans l'après-midi de ce vendredi 3 janvier. Sous le leadership éclairé du Dr John Akintola, la délégation a effectué sa première descente au fort portugais de Ouidah, devenu le musée d'histoire de Ouidah. Un site restauré, reconstruit par endroits, mais qui garde toute son authenticité. Les visiteurs ont longé les clôtures de la grande maison de Souza pour se retrouver à la place des enchères, anciennement appelée la place Tchatcha. Ici, le toilettage apporté par le gouvernement est frappant. Désormais, la route des esclaves est pavée, de quoi faciliter l'accès à la plage. La place Maro, la route quittant Benin pour la mairie de Pomassé et Tokpa-Domé, complètement reconstruite. Cette initiative du docteur John Akintola va mieux outiller les hommes des médias. J'ai initié cette descente pour permettre aux patrons des médias, aux patrons de presse, de venir constater eux-mêmes l'investissement, tout ce qui se fait à Ouidah. Ça a permis aux confrères, aux amis de voir comment ce qui se fait est rationalisé, pensé, structuré. Ce n'est pas de l'improvisation. Ce qui se fait, c'est extraordinaire. La délégation a également rencontré quelques dignitaires du Vaudou, tels que Mito Daho Passenon, l'Altesse et Yalode Onikoyi et Dagbo Huno. Des dignitaires heureux et séduits par les réalisations dans la ville de Ouidah. Le premier responsable de la commune n'est pas resté insensible à cette initiative. Il a reçu la délégation à laquelle il a décliné la vision du chef de l'État. Imaginez que sur les 1 million de touristes que le Bénin va accueillir à partir de 2025, imaginez que 200 000 touristes passent à Ouidah et ils dépensent pendant leur séjour 1 000 €. Ça fait 130 milliards de francs CFA. C'est ça ce qu'on appelle l'économie du tourisme. Et c'est ça ce que notre pays aujourd'hui a décidé de faire.
Cette initiative a permis aux patrons de presse de nourrir leurs yeux pour mieux apprécier et mieux porter les informations au public. Une initiative très appréciée. C'est une belle initiative, c'est une première. C'est une première dans la mesure où ces infrastructures ont été réalisées sans tambour ni trompette. On n'a même pas su quand ça a commencé, on n'a pas su quand ça s'est terminé. Or, nous sommes ceux-là qui relayons l'information et qui faisons savoir ce qui est fait aux populations. C'est une révolution qui s'opère en matière d'infrastructure à Ouida et le docteur John Akintola a très bien fait de nous avoir fait voir cela. Félicitations à lui et merci au chef de l'État. Ouida plus belle que jamais va s'ouvrir les 9, 10 et 11 janvier prochains à la deuxième édition des Vodou Days. La délégation a décidé de se former en association pour apporter sa contribution au développement culturel et touristique du Bénin. Dans le cadre des Vodou Days qui démarrent le 9 janvier prochain, une importante cérémonie préliminaire a été fixée à la date de ce dimanche 5 janvier à Ouida. Selon le dignitaire, la cérémonie de ce dimanche regroupe des sommités des cultes endogènes à Ouida et elle permettra d'être mieux fixée et de prendre certaines dispositions pour une meilleure organisation de l'édition 2025 des Vodou Days. Des consultations sont également au menu, a fait savoir un média de la place. Parlons toujours des Vodou Days 2025 qui ont lieu dans la ville de Ouida les 9, 10 et 11 janvier 2025. Plusieurs innovations sont prévues cette année. Des précisions à travers cet élément proposé par ESAE TV. L'édition des Vodou Days 2025 va se dérouler à Ouida les 9, 10 et 11 janvier prochains. Cet événement a un objectif bien défini, drainer du monde autour de ce patrimoine immatériel afin de valoriser et promouvoir le Bénin comme une destination touristique majeure. Cette célébration de la fête de Vodou apporte des retombées en termes de développement local et de rayonnement touristique de la cité historique de Ouida. Côté prestations artistiques, les Vodou Days vont réunir cette année des icônes de la musique telles que le groupe Kassav, Toufan ou encore Boboé et bien d'autres. Une sélection qui intéresse déjà les milliers de Béninois. À quelques jours de cette fête, les villes rayonnent déjà à l'image des Vodou Days. Des tricycles flambant neufs aux couleurs des Vodou Days 2025 ont été dévoilés. Ils vont assurer la mobilité des citoyens lors de l'événement. Ces véhicules à 3 roues et d'autres à 4 roues vont être disponibles dans les communes de Ouida et toutes les villes environnantes dont Abomey-Calavi et Cotonou. C'est l'une des innovations de cette année. La principale, c'est bien sûr l'aréna dotée d'une architecture inédite. Les festivités des Vodou Days vont se dérouler sur plusieurs endroits emblématiques de la ville de Ouida. La place Marot, l'esplanade du Fort Français, le temple des Pitons et la forêt sacrée de Kpassé. Des cérémonies dédiées aux divinités Koro, Tron, Nanayosi vont se dérouler au temple des Pitons. La forêt sacrée de Kpassé va abriter les cérémonies dédiées à Hunvé, Kokou, Kabada et Atinan. Les Vodou Days 2025 seront des moments pour faire découvrir davantage la culture béninoise. Au palais des gouverneurs de Porto Novo s'est tenue une conférence débat sur le volet scientifique du Fa, la gnose, Adjé et la mécanique quantique. Cette séance s'est tenue en prélude à la deuxième édition des Vodou Days. Pour plus de précision, voici le reportage signé de l'hémicycle. En prélude à la célébration de la deuxième édition des Vodou Days, les parlementaires ont rangé le temps d'un après-midi leurs prérogatives constitutionnelles pour se consacrer au raffermissement de leurs connaissances sur le Fa. À cet effet, une conférence débat a été initiée sur le thème « Le Fa, la gnose Adjé et la mécanique quantique, culture africaine, culture scientifique ». Et pour annoncer les couleurs de l'intérêt et de l'attachement des élus du peuple au patrimoine culturel du Bénin, c'est le président de l'Assemblée nationale qui a dans son mot introductif retracé les perceptions et les interactions entre la science occidentale et la culture africaine. Pendant la période coloniale, la science européenne a souvent été présentée comme supérieure et plus avancée, tandis que
les connaissances et cultures africaines étaient marginalisées, dénigrées, considérées comme n'obéissant à aucune règle scientifique et même perçues comme primitives. Pourtant, les sociétés africaines ont développé des systèmes de connaissances et de pratiques scientifiques bien avant la colonisation, dans des domaines comme l'astronomie, l'agriculture et la métallurgie. En Égypte, par exemple, une riche tradition s'est installée et pérennisée dans les domaines tels que les mathématiques, la médecine et l'architecture. Si ces pratiques n'obéissent certainement pas aux normes établies par les Occidentaux, un effort croissant est réservé depuis de nombreuses années pour réévaluer les liens entre la science européenne et la culture africaine. Après ces éclaircissements, Loïc Béounou-Vlavonou a rappelé à l'auditoire les visées de la conférence débat. Aujourd'hui, le chef de l'État, Patrice Talon, a présenté ses vœux pour la nouvelle année 2025 aux populations béninoises à l'occasion de son passage à la caserne militaire de Dessa à Alada. Suivons ensemble. Je présente à tous mes concitoyens, béninoises et béninois, de l'intérieur, de l'extérieur, ainsi qu'aux étrangers vivant sur notre territoire, mes meilleurs vœux de bonne santé, de réussite, de prospérité et de bonne entente entre les uns et les autres pour une coexistence pacifique, voire harmonieuse. À mon pays entier, je souhaite de tout mon cœur la paix, la concorde, une trêve de la chamaillerie politique intéressée et inutile pour le Bénin, le maintien de notre dynamique de développement et surtout la prospérité et le renforcement de notre unité nationale pour un Bénin meilleur. Bonne fête et bonne année. Il faut noter que cette visite a eu lieu le lundi 30 décembre 2024 et à l'occasion, Patrice Talon a marqué sa présence par une scène historique et mémorable ce même jour au terme d'une séance d'échange qu'il a eue avec les forces de défense et de sécurité de la dite caserne. Le père de la nation a partagé un déjeuner avec ces derniers. Voici l'élément. Le vrai moment inattendu, c'est celui-ci. Il est mémorable. À l'heure du déjeuner, Patrice Talon se fond dans la masse. Comme n'importe quel soldat, il prend place dans le rang pour aller se faire servir. Ici, plus de barrières, plus de protocoles. Le président est un homme parmi les siens, partageant leur quotidien, ne serait-ce que l'instant d'un repas. Entre une bouchée et une conversation, il partage avec eux un moment de convivialité. Ces gestes, simples mais lourds de sens, montrent un président proche, à l'écoute et soucieux de valoriser les forces qui protègent la République. De cette visite, on retiendra des mots, des gestes et surtout un message, celui d'une nation unie autour de ses défenseurs. À la veille de la nouvelle année, Patrice Talon offre à ses soldats et à tout le Bénin un espoir renouvelé, un hommage sincère à ceux qui, chaque jour, se battent pour que vive en paix tout un pays.
Parlons toujours de vœux et de nouvel an. C'est avec joie au cœur que bon nombre de fidèles chrétiens catholiques ont pris part à la première célébration eucharistique de cette nouvelle année 2025 sur la paroisse Notre-Dame de la Route de Saint-Mégard dans la nuit du 31 décembre. À la fin de la messe, ils ont prononcé des vœux pour cette nouvelle année. Ils sont au micro de ESAE TV. La santé pour tous, d'abord la santé et le reste viendra, le meilleur suivra. Je remercie le Seigneur qui nous a permis, qui nous a conduits dans une nouvelle année et une année jubilaire. Et je profite de l'occasion pour souhaiter une meilleure année à chaque Béninois et chaque Béninoise. Que cette année soit une année de santé, de paix et de prospérité pour nous tous. On est très content d'avoir retrouvé l'année 2025 vraiment en très bonne forme, en bonne santé. On souhaite que Dieu nous accompagne tout au long de cette année et nous accorde le succès, la promotion, la joie et surtout la santé. We thank God for what He has done. Yeah, because last year 2024 it wasn't easy for us. As we have entered this year 2025, I know it's a year of testimony, and God will be with us till the end of it and beyond. So we pray. Pour 2025, c'est la paix et le pain et beaucoup de courage. Le prêtre a tout dit. 2025 n'est pas seulement le premier. On doit faire en sorte qu'on aille jusqu'au 31. Donc il faudrait qu'on soit tempéré. Il y a l'espérance. Donc c'est ça. Le reste, c'est nous-mêmes. La paix pour que le peuple de Dieu puisse grandir dans la foi, dans l'espérance, surtout en cette année 2025 où nous sommes invités à l'espérance. Que le peuple de Dieu puisse apprendre à vivre dans cette espérance et à faire de cette espérance son leitmotiv. Le chef de l'État Patrice Talon a entamé une année 2025 en multipliant les actions de proximité témoignant de son intérêt pour les aspirations des Béninois. Dès les premières heures du 1er janvier, il s'est rendu à la place de l'Amazone à Cotonou où une foule enthousiaste l'attendait. Cette sortie fait suite à celle dans le marché de Gorky et dans la caserne militaire de Dessa à Lada en fin décembre dernier. Joël Ataï-Guédégbé, expert en bonne gouvernance, a analysé ces sorties. Oui, tout le monde voit peut-être la fin du mandat, mais voilà, à tout moment, le chef de l'État peut improviser dans son agenda officiel ou par rapport à l'agenda officiel. Et il est probablement de bon ton entre les citoyens et l'accueil généralement favorablement de pouvoir croiser le premier élu du pays qui n'est pas toujours disponible à cet effet. Et le président de la République fait bien de temps à autre d'improviser ce genre de sortie pour se rendre probablement plus accessible et plus normal, retrouver aussi sa part de liberté après tout, parce que ce sont des fonctions très contraignantes que d'être engoncé dans un palais, de dépendre de la sécurité, des agendas officiels et que sais-je encore. Donc au fond, ce ne sont que choses normales de la part du chef de l'État, de prendre de temps à autre sur lui, d'aller au contact de la population, d'aller vers certaines entités comme les forces armées, qui ont plus que besoin de sa présence. Il est le chef suprême des armées. Et nos forces de sécurité et de défense, quand même, payent un lourd tribut dans le cadre de leur mission. Le minimum à ce niveau, c'est de remonter le moral aux troupes, de leur démontrer la proximité du commandement et l'écoute qu'on peut avoir vis-à-vis éventuellement de leurs doléances.
Oui, tant mieux. Pendant qu'il y est déjà, c'est une très bonne chose. Est-ce que c'est de la démagogie? Est-ce que c'est de la pré-campagne ou quoi? Mais on ne peut pas être à ce niveau d'exercice des responsabilités du pouvoir d'État sans se donner un tant soit peu les moyens du contact avec ceux au nom desquels on gouverne un pays. Et je crois que tant que ça ne confine pas à l'autosatisfaction, à la démagogie, à une campagne de bas étage, il faut accueillir ça favorablement et prendre ça comme tel, à la limite comme quelque chose de normal. Et c'est vrai, on ne voit pas un président de la République tous les jours et se livrer à ça, sinon ce serait au détriment même de l'essentiel de ses fonctions. Mais il est normal que pendant qu'on est aux affaires et au-delà de ça, pour ne pas dire après, on soit quelqu'un d'accessible. Après tout, même s'il est le premier des Béninois au terme du suffrage universel, et dans le cadre de son mandat, il n'en reste pas moins un citoyen, un homme ordinaire. Et je crois que de temps à autre, il doit éprouver lui-même le besoin de tomber le costume, de se débarrasser quelque peu du protocole et de toutes les exigences sécuritaires, et que sais-je encore, et pour vivre sa liberté à lui. Et après tout, il y a droit, il a le droit de se promener aussi librement que possible, et sinon d'aller au contact de qui il veut. Autrement, ce serait désespéré, et c'est après tout un être humain. Un certain nombre d'événements ont marqué l'année écoulée 2024 au Bénin sur le plan politique. Mathieu Avlessi, acteur politique et membre du bloc républicain, en expose quelques-uns. Il est au micro de Zaï TV. Globalement, j'en ai retenu deux. Et les deux faits qui m'ont véritablement marqué se sont produits vers la fin de l'année, dans le dernier trimestre. Nous nous rappelons en septembre ici la vague de tentatives de déstabilisation de notre État. Et ça, je crois que c'est une chose qui m'a personnellement perturbé. Et lorsque ça venait des proches de l'acteur principal, qu'est le président de la République. J'ai été particulièrement choqué par ça et je pense que tous les Béninois ont été fondamentalement marqués par cet événement. Cet événement étant, le second événement, c'est le discours du chef de l'État et qui était pratiquement comme une réponse à cet événement. Et je crois qu'il était incompris. Il était incompris parce que ce qui était annoncé au début de cet événement, c'est qu'il y avait les acteurs principaux qui sont incarcérés aujourd'hui, mais il y avait des élus qui étaient sur une liste, un certain nombre, qui étaient donc supposés être des complices avérés autour de ça. On n'a pas encore vu la liste. Mais c'est sûr que la procédure, le chef a la liste, il connaît ces personnes-là, et sait de qui il s'agit, sait de quoi il s'agit. Qu'il se retrouve en face à ces élus, ou les élus à qui il a fait des facilités. Parce que beaucoup en sont là, parce que le chef leur a fait des facilités. Et que ce soit parmi eux des gens qu'il voit en face, qui étaient prêts à lui porter le coup de poignard dans le dos, il y a de raisons que le discours de message à la nation, à sa fin, prenne un ton qui n'était pas un ton accepté par tous, mais c'est naturel. Lorsque je fais des biens à quelqu'un qui en retour était dans la logique de me poignarder, que je le trouve en face, il y a des jours qui sont passés, que je le trouve en face, il y a de raisons que l'adrénaline monte un peu. Et c'est un peu ça, et je voudrais que chacun essaie de comprendre le chef dans son élan de fin de discours, qui était un élan, une réponse à la montée d'adrénaline face à cet événement, ce premier événement dont j'ai parlé. Et donc, c'est simplement ça, ces deux événements m'ont marqué politiquement. Je crois que le pays ne mérite pas ça. Le pays ne mérite pas cette perturbation, et encore que ça vienne des acteurs de ce niveau, ce n'est pas intéressant. Et à l'avenir, il faudrait que chacun travaille à ce que le pays soit au-dessus de lui. Je l'ai toujours dit, le chef l'a dit, c'est le pays d'abord, c'est le pays qui est au-dessus de nous tous. On est venu voir le Bénin, un Bénin qu'on veut construire pour laisser en héritage à nos enfants. Travaillons ensemble pour construire un Bénin meilleur pour nos enfants. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a déclaré mardi 31 décembre dernier, lors de son discours du Nouvel An, que toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal prennent fin en 2025. Cette annonce intervient après sa déclaration du 28 novembre
dernier qui précisait que la France serait contrainte de fermer ses bases militaires sur le territoire sénégalais. Quelles sont les conséquences de ces retraits, de cette fermeture? Élément de réponse avec l'analyste géopolitique Martial Akouté au micro de Zaï TV. Ce qu'il faut comprendre de cette nouvelle donne géopolitique, avant de parler plutôt de ses conséquences, c'est qu'il faut dire que depuis un moment déjà, les pays d'Afrique de l'Ouest, les pays d'Afrique francophone se sont retrouvés dans une sorte de révolution marquée par l'éveil des consciences de la masse populaire. Et cet éveil de conscience oblige les dirigeants à adopter des actions dans ce sens, ce qui a favorisé les coups d'État que nous avons pu observer et les coups d'État qui se sont révélés populaires parce que depuis longtemps, il n'y avait pas eu ce mouvement d'acharnement, de soutien au président ou aux dirigeants poutistes de l'Afrique de l'Ouest. Cela a commencé et puis cette vision de l'Afrique, ce besoin de réclamer une souveraineté davantage accomplie, a demandé à ce que les autorités prennent des mesures de souveraineté qui consistent à ce que les bases militaires des puissances étrangères, notamment de la France, soient démantelées. Nous l'avons vu au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Même la base américaine au Niger a été remerciée. Donc, on a demandé à ce que cette base soit démantelée. Et puis, tout le monde attendait donc que le mouvement se poursuive. La question des bases militaires est devenue problématique du point de vue de l'opinion publique. Et donc, les dirigeants, comme ceux du Sénégal et du Tchad, se sont vus dans l'obligation d'agir conformément à cette nouvelle vague d'opinion publique qui n'accepte plus la présence française et donc sont obligés désormais de prendre des mesures pour favoriser cette demande populaire. Alors, pour le Sénégal, c'était assez prévisible parce que pendant la période de campagne, les nouvelles autorités ont annoncé à plusieurs reprises l'inefficacité de ces bases militaires et donc la réclamation d'une souveraineté, l'inefficacité de ces bases militaires d'abord, la réclamation d'une souveraineté plus prononcée et la volonté de contrôler, de prendre le contrôle du territoire, d'assurer quand même une certaine autonomie vis-à-vis des puissances étrangères, a obligé le Sénégal à adopter cette mesure. Maintenant, quelles sont les conséquences que l'on peut tirer de cette position du Sénégal? Alors, il n'y a pas de bien graves conséquences parce que cette base militaire dans ce pays n'a pas pour mission de lutter essentiellement contre le terrorisme. C'est plutôt une base militaire en vue d'assurer la présence française à l'extérieur pour sa propre sécurité, c'est-à-dire contrôler les mouvements terroristes dans la zone du Sahel, coordonner le renseignement et permettre à l'État français d'agir conformément par rapport à ses besoins de sécurité. Et donc, la sécurité des populations sénégalaises n'est pas la priorité, ou du moins n'a pas été la priorité de ces bases militaires. Et donc, le démantèlement de cette base n'a pas une conséquence importante ou pas du tout de conséquences par rapport à la sécurité des Sénégalais. Par contre, la conséquence évidente de ce démantèlement ne serait rien d'autre que l'acclamation du peuple sénégalais, la félicitation que le peuple sénégalais exprimerait à ses dirigeants pour avoir été attentifs aux cris de cœur du peuple. Et donc, géopolitiquement, la conséquence est beaucoup plus pour la France que pour le Sénégal. Pour la France, pour le cas du Sénégal, c'est un peu différent parce que le Sénégal entend bien sûr continuer la coopération
avec la France sur bien d'autres aspects. Il ne s'agit pas d'une rupture assez drastique et tranchée comme ça l'a été au niveau du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Au cours de l'année 2024, l'ANPE a ouvert les portes de l'emploi à plus de 30 000 jeunes béninois sur le territoire national, ce à travers son dispositif Azoli. Le DG de l'ANPE a fait un bilan des actions menées l'année écoulée, souhaitant les mêmes vœux à d'autres jeunes. Voici son message. Chers bénéficiaires du projet d'inclusion des jeunes, notamment de son dispositif Azoli, nous voici à l'orée de l'année 2025 et je viens par cet humble message vous manifester toute ma reconnaissance pour les efforts consentis au cours de l'année 2024. En effet, grâce à vous, nous avons pu atteindre nos résultats de 2024 en permettant à plus de 36 000 jeunes de bénéficier des bienfaits du projet d'inclusion des jeunes. Nous espérons, en 2025, atteindre nos objectifs de 50 000 jeunes bénéficiaires de ce dispositif. En cette occasion, il me plaît de remercier le gouvernement du Bénin de nous avoir donné l'occasion et l'opportunité ainsi que les moyens de pouvoir vous aider. Je voudrais y associer nos partenaires, notamment la Banque mondiale, qui nous appuie dans ce processus. Je voudrais terminer en demandant à tous les autres jeunes disposés à bénéficier de ce dispositif que nos portes leur sont ouvertes à travers les mairies de leur lieu de résidence ou dans les antennes de l'ANPE ou à travers la plateforme SICA où ils peuvent s'inscrire et bénéficier également de tous les bienfaits du projet d'inclusion des jeunes. Je voudrais enfin vous souhaiter une très bonne année 2025, faite de joie et de bonheur pour chacun de vous et pour tous. Ce dimanche 5 janvier 2025 se tient à compter de 0 heure les élections consulaires à la CCI Bénin. Les informations nécessaires pour voter ont été exposées par Zalia Bakoudogo Alassane, présidente du comité d'organisation en charge de l'organisation des votes. Elle est au micro de la SRTB. Le processus avait commencé depuis le mardi 12 novembre 2024. Donc, je porte à la connaissance des électeurs que le portail de vote en ligne sera ouvert le dimanche 5 janvier 2025 de 0h à 23h59. Donc, à cet effet, plusieurs étapes pour le vote ont été préconisées. La première étape, c'est d'accéder au site internet de la CCI Bénin. Et ce site, c'est www.cci.bj. Et vous cliquez sur le bouton « Voter ». Après, vous allez saisir les identifiants et cliquer sur le bouton « Aller au bulletin ». La troisième étape, c'est de choisir le candidat et de cliquer sur le bouton « Continuer ». La quatrième étape, c'est de confirmer le choix en cliquant sur le bouton « Soumettre » le vote. Donc, il faut préciser que la plupart, tous les électeurs ont déjà reçu leur identifiant dans leur boîte électronique depuis le 3 janvier. Donc, il faut qu'ils aillent consulter ces boîtes, sinon ils ne pourront pas voter. Le vote aura lieu le 5 janvier 2025 de 0h à 23h59. On parle de la célébration de l'Épiphanie, qui est une fête chrétienne qui a lieu chaque premier du mois de janvier après le Nouvel An, marquant la manifestation de Jésus-Christ au roi mage, symbole de révélation de sa divinité au monde entier. Cependant, cette fête est devenue très populaire pour les natifs de Porto Novo. Père Louis Quintonou, vicaire de la cathédrale Notre-Dame de Porto Novo, explique l'origine et l'importance de la fête de l'Épiphanie. On l'écoute. La fête de l'Épiphanie
Célébrée chaque 6 janvier par les chrétiens, commémore la visite des rois mages à l'enfant Jésus à Bethléem. Bien que cette fête soit observée dans de nombreuses parties du monde, elle a une signification toute particulière à Porto-Novo. L'épiphanie, pour les natifs de Porto-Novo, est avant tout une occasion de se rassembler pour échanger et renforcer les liens, selon le père Louis Quindonou, vicaire de la cathédrale Notre-Dame de Porto-Novo. Cette fête à Porto-Novo a une envergure propre pour les Porto-Noviens et tout a commencé avec le père Opierre, avec le roi Zunomedje. L'épiphanie pour le Porto-Novien est une fête de retrouvailles. Une fête de retrouvailles en ce sens que partout où se trouve le Porto-Novien et après quelques jours de Noël et du Nouvel An, les Porto-Noviens se retrouvent autour d'une même table pour pouvoir fraterniser et avoir une vie conviviale entre eux. Mais avant cette fraternité, ils se rassemblent pour pouvoir assister à la messe de l'épiphanie, la célébration de l'épiphanie. Et au cours de cette célébration, vous avez des anges et des différents acteurs qui interviennent pour agrémenter la scène de l'épiphanie. Ce n'est qu'après la messe que les Porto-Noviens se rassemblent pour pouvoir fraterniser et vivre entre frères. Ici, à la cathédrale Saint-François-Xavier de Porto-Novo, toutes les dispositions sont prises pour que la fête soit belle, selon quelques membres du comité de l'épiphanie. Adalo meloko go meleko go adalo mekpo e ndo ploto hobon lo fie kwelo ka tonson lo ezombo melekpo e do kwelo ima de mede do fu na de mi modo mi o dego do nu titan avo o die no beson mi o ba répétition les bon melekpo wule awene ton. Je lance un appel vibrant à tous les Béninois de l'extérieur. Je leur dis de revenir tous les temps que Dieu fait, spécialement lors de la fête de l'épiphanie, de venir voir, de venir revivre leur ambiance qu'ils avaient laissée. Parce que ce jour-là, c'est une journée inoubliable. Le Porto-Novien qui est là déjà, a déjà dans sa tête qu'après le 1er janvier, le dimanche qui suit directement, que c'est l'épiphanie. Donc, celui qui est là-bas a créé des amis. Et il met en même temps cette fête-là au milieu d'eux. C'est pourquoi vous constatez que lorsqu'il s'agit de l'épiphanie, tout le monde court. Ceux qui sont au Nigeria viennent partout dans le monde. Souvent, ceux qui ont l'habitude de venir viennent. C'est pourquoi vous voyez tout ces... Bon, le tissu, c'est pour montrer que l'épiphanie existe. Ça existe toujours et ça existera. L'épiphanie est un moment de partage, de joie et de communion. Le 6 janvier 2025, les églises seront prises d'assaut pour célébrer cette grande solennité chrétienne. Carnet noir dans cette édition, l'artiste béninois Orisha Oke Sevanvo est décédé à l'âge de 55 ans dans la nuit du 4 au 5 janvier 2025 des suites d'une maladie au CNHU Cotonou. Il faut noter qu'il est le deuxième artiste qui vient de rendre l'âme en ce début d'année 2025 après Praouda. Actualité internationale. Dans cette édition, à présent, l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice a été arrêté vendredi 3 janvier dans le cadre d'une enquête pour détournement présumé de fonds publics. Harvey Segoulam
a été visé pour un mandat d'arrêt depuis la mi-décembre. Il a démissionné de ses fonctions peu après les élections législatives de novembre 2024 suite à l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement. Les nouvelles autorités soupçonnent ce dernier d'avoir transféré illégalement une somme d'$1 million sur un compte bancaire à l'étranger. Après une nuit de garde à vue et un long interrogatoire, Havesh Segoulam a été libéré samedi 4 janvier 2025 sous une accusation provisoire de complot en vue d'escroquerie. Les enquêteurs s'intéressent, il faut le noter de près désormais, aux éventuelles complicités internes à la banque de Maurice et explorent les liens qui pourraient exister avec certains milieux politiques. Autre information hors de nos frontières, la première ministre italienne Giorgia Meloni a rendu une visite surprise et non officielle au président américain élu Donald Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, selon les services de la première ministre ce dimanche 5 janvier. Des photographies publiées par les services de la première ministre d'extrême droite montrent Mme Meloni et Trump posant devant l'entrée de la résidence de Mar-a-Lago et discutant dans la salle de réception, un arbre de Noël visible en arrière-plan. Actualité sportive, donc cette édition pour le compte de la 15e journée de la Ligue Pro Zone Nord, Cavalier FC de Niki obtient 3 points en battant Abeille FC de Tchaourou sur un score de 1-0. Une victoire qui permet aux hommes de Niki de remonter au classement. Suivez les impressions du coach des Abeille FC après le match au micro de Zawi TV. Bon, mes impressions sont que un match de football, il doit avoir un gagnant, un perdant. Cavalier a gagné, bravo, on a perdu, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde, on va continuer, c'est un coup à fond. Et ce qui n'a pas marché, c'est parce qu'on n'a pas marqué, sinon les enfants suivi toutes les consignes données. Et seulement que je regrette un peu, pas l'arbitrage, ce n'est pas la peine. Moi, je ne suis pas là pour faire leur travail, mais à ma qualité, ce que je vois, il faudrait que les responsables revoient ça. Ce n'est pas la peine. Je dis ce n'est pas la peine. Ça ne peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer ainsi. Ils n'ont qu'à laisser jouer les équipes. 50-50, vous donnez, le meilleur va gagner. Mais avec ces petits jeux, les petits détails, les habits font semblant, ils n'ont qu'à essayer de laisser ça. Oui, c'est que comment un habit de touche va dire, il dit à l'habit central, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Et les gens attendent, ils regardent. Maintenant, lorsqu'ils ont marqué, il dit qu'il a dit qu'il n'a pas hors-jeu. S'il n'y a pas hors-jeu, il n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Voilà. C'est là, moi, je me plains. Il n'a qu'à laisser les enfants jouer. C'est une manière de les faire chose. Je n'ai pas apprécié ça. Voilà. Oui, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la fin du monde. Hein. On va continuer. Les phases à Lille ne sont pas encore finies. On a encore 2 matchs à domicile. On va essayer, il n'y a pas de souci. Et on va continuer à se battre. Avrancourt Omnisport manque de réalisation et s'incline face aux Requins de l'Atlantique sur un score étriqué de 1-0 but. Malgré la pénalty à eux concédée au début de la rencontre, Avrancourt n'a pas su assurer face à son visiteur. C'est à la suite d'une belle combinaison que les Requins ont trouvé le champ défilé à la 54e minute. Le seul but inscrit dans cette rencontre est resté jusqu'aux dernières minutes du temps additionnel. C'est un public déçu, une équipe abattue que nous avons pu observer à la fin du duel. Les Buffles du Borgou ont accroché ce samedi 0-0 les Loto Boys à Parakou, un nul qui permet aux 2 équipes de se partager un point chacun lors de ce premier match de l'année. Au micro de Mouhidine Lawani, suivez l'impression du coach adjoint de Loto Popo après la rencontre. Je pense que ce match-là, chaque équipe a eu une mi-temps parce qu'en première période, si vous avez constaté, on a eu beaucoup d'opportunités. On a dominé quand même la première période. Mais en deuxième période, franchement parler, on a subi, mais on n'a pas quand même concédé d'occasion. Mais je pense que le match, c'était un match très fermé parce qu'il y a eu peu d'occasions.
Mais malheureusement, vers la fin, vraiment, le match était très haché parce qu'on a vu une cascade quand même de cartons de la part, bon, je ne peux pas dire de l'arbitre, mais vraiment, c'est... Des fois aussi, ça arrive, mais je pense que c'est des choses à corriger quand même. Je pense que, par exemple, moi qui ai reçu un carton jaune, je ne sais pas pourquoi, parce qu'à la fin même, j'ai demandé à l'arbitre pourquoi. Ils disent qu'il y a eu un refus. Il y a eu un refus quand même de donner de l'eau aux arbitres. Et je pense que c'est normal parce que nous, ce n'est pas nous qui organisons le match. Je pense que c'est au buffle quand même de donner de l'eau aux arbitres. C'est dans notre droit. Alors là, je pense que ça, ce n'est pas une raison quand même pour s'acharner contre nous. Parce que si vous avez vu, on a eu une avalanche de cartons. Et ça, je pense que franchement, c'est des choses à revoir. On souhaitait quand même avoir les 3 points réellement, mais si vous avez constaté, c'est une équipe diminuée, c'est une équipe remaniée parce que vous avez vu d'abord l'absence du gardien de but titulaire Mariano qui n'est pas là. Au niveau de l'axe central aussi, c'est un axe central expérimental encore qu'on a mis entre Wele et Piteux. Sur le côté droit aussi, c'est son premier match, comment dirais-je, Basiki, c'est son premier match quand même du championnat comme latéral droit. Au niveau de milieu de terrain aussi, vous avez vu, on a joué avec 2. Le Tinclair Gildas qui est international junior qui joue son 2e match du championnat. Je pense que c'est un très bon point. On voulait quand même avoir moins, mais 1 vaut mieux que 0 quand même. Sitatunga FC a tenu en échec Koto FC sur le score de but partout dans le match pauvre. En occasion de but, Bachirou Suleiman ouvre le score pour les triples champions en titre à la 26e minute. Mais au retour des vestiaires, les locaux recollent au score. Rodrigue Fassinou, défenseur latéral de Coton, et Jonas Bidé, entraîneur de Sitatunga, font le débrief de cette rencontre. On avait bien commencé l'année 2025 avec une victoire à Kassato ici. Malheureusement, avec l'effort à la première partie, on a marqué. Et après ça, on a relâché un peu l'adversaire. On les a laissé le ballon et voilà, ils sont revenus en deuxième partie en force et ils ont égalisé les 1 but. Le match en première partie n'a pas été du tout facile. Mes joueurs ne croyaient pas en eux-mêmes. Il a fallu à la mi-temps qu'on leur donne des instructions pour qu'ils se réveillent et quelques changements qui ont changé le coup de jeu, qui ont permis à notre équipe de densifier un peu la ligne d'attaque pour pouvoir égaliser. Bon, on a un souci concernant le groupe. Bon. Ce qui est notre grand souci est que souvent, pendant les matchs, quand on marque le premier, on laisse le marquage, on laisse tout à l'adversaire, on laisse le ballon à l'adversaire. C'est ça notre défaut. Et c'est dans ça que l'adversaire prend confiance. Et il met le paquet jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Vous savez, et on a l'obligation de respecter l'équipe qui est en face et qui n'est pas des moindres. Donc c'est pour cette raison que tactiquement, on n'a pas pris assez de risques en première partie, histoire d'observer et comment le jeu va se dérouler. Donc en deuxième partie, on a enlevé les pieds des freins et on a produit plus de jeu, et ce qui nous a permis de nous faire voir plus sur le plan offensif. À 2 jours à des journées de la fin de la phase allée de la Ligue Pro, Sitatunga, avec une 17e place au classement, présente un bilan non reluisant. Jonas Bidé, l'entraîneur, en est conscient. Oui, je pense que pour l'instant, on n'aura pas une très bonne note parce qu'on n'a pas beaucoup excellé dans la phase allée là, mais je pense que on va mettre les bouchées doubles pour mieux s'organiser pour pouvoir jouer la phase retour. Et d'autant plus qu'on fait partie du bas du tableau, et ce qui ne nous honore pas. Mais avec le travail et tout ce qui nous entoure, on fera de notre mieux pour quand même nous retrouver au milieu du tableau.
Coton FC nourrit des ambitions plus grandes que Sitatunga. À la quête d'un 4e titre consécutif, les poulains de Vitor Zoukak manquent d'efficacité durant cette première partie de la saison. Le technicien français s'explique. Moi, vous savez, si on veut recoller au peloton de tête, il faut gagner des matchs à l'extérieur. Les matchs nuls ne suffisent pas. Ça fait maintenant 4 ans que je suis ici. C'est pas seulement que cette année. Mais les autres années, on avait toujours quelqu'un qui déclenchait quelque chose. Les 2 premières années, il y avait Razak. L'année dernière, c'était Romaric. Cette année, on n'a personne. On n'a pas le petit plus, on se procure des occasions. L'équipe joue pas trop mal par moment. Mais après, question efficacité, il nous manque quelque chose. Voilà, je pense que dans le recrutement, il nous a manqué quelque chose. Il nous manque un bon avant-centre. Bon, Bio a été souvent blessé, c'est pas non plus sur qui on comptait sur lui, mais bon, comme il s'est blessé, ça fait plus de 2 mois qu'il n'avait pas joué. Donc, vous savez, le temps qu'il retrouve la forme, je pense que bon, d'ici la fin de cette phase aller, ben, il va nous rendre des services quand même. Quand tu regardes comment se déroule cette première partie, ça fait déjà 2-3 matchs, j'ai dit qu'il fallait absolument qu'on recrute quelqu'un. Et donc j'en ai déjà parlé à mes dirigeants, leur disant qu'il faut absolument que je trouve un attaquant qui soit le véritable attaquant, un gars qui soit capable de marquer des buts à n'importe quel moment, qui soit un gros chasseur de buts, mais aussi un gars qui soit collectif. Donc ça ne se trouve pas facilement. Mais bon, avec tous les recruteurs qu'on peut avoir et tout, on arrivera, je l'espère, à prendre quelqu'un pour la 2e phase. On parle à présent, on parle du récapitulatif des résultats des matchs de la 15e journée du championnat Celtis League Pro saison 2004-2025. On démarre par AS Police contre Aspac qui ont fait match nul avec 2 buts contre 2. AS Cotonou, Étoile Filante FC, 0 but partout. Avroncourt Omnisport, Requet FC, 0 but à 1. AMFC contre Dragon FC 0 à 2 buts. Sitatunga FC contre Koto FC 1-1 partout. Buffle FC, Lotopopo FC 0 but partout. Cavalier FC, Abeille FC 1 but contre 0. Dynamique FC contre Banigose FC 0 but partout. AS Tonnerre Dynamo d'Abomey 1 but à 2. BOA FC Damissa FC 1 but à 2. Dadja FC contre BK FC 1 à 3. Audio FC Dynamo P 1 but à 0. Panthère FC AS Takouné 1 but à 2. Real Sport contre Espoir Savalou 0 à 2 buts. Aziza FC contre Azo match nul 0 but partout. Jack FC et Adidja FC 1 but partout. JSO et JSP 2 buts à 0. Sobimap FC contre USS Krake, 1 but partout. On parle également d'une autre actualité sportive à présent sous le parrainage de l'ambassade de France, du ministère des Sports et avec l'appui des associations locales. Segbana a vibré ce week-end au rythme de la grande finale du premier championnat féminin, un événement inédit dédié à la promotion du sport chez les femmes. Segbana est sacrée championne lors de cette édition et voici le résumé. La commune de Segbana a vibré ce week-end au rythme de la finale de la première édition du championnat féminin organisé dans la commune. L'objectif principal de la compétition, promouvoir la participation des femmes aux activités sportives dans la localité. En finale, le FC Segbana a affronté l'équipe de Libantais FC dans un match très disputé devant un public venu nombreux soutenir les filles. Dès la première mi-temps, les joueuses de Segbana ont pris l'avantage en inscrivant 3 buts.
Ce score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final, consacrant ainsi FC Segmana comme la première championne de ce tournoi. Face à cette défaite, les joueuses de Libantais FC ont affiché de la désolation, mais aussi de la fierté pour leur parcours. Aujourd'hui, on a joué une finale et malheureusement, ça n'a pas été de mon côté. Mais c'est pas grave, c'est le foot. C'est le football qui est comme ça. Cette initiative, soutenue financièrement par l'ambassade de France et le ministère des Sports au Bénin, avec l'appui technique de plusieurs associations locales, est unanimement saluée comme un franc succès. À notre avis, personne n'a gagné et personne n'a perdu. L'essentiel, c'est d'aller à la cohésion sociale. Parce que l'objectif de ce championnat, c'est la cohésion sociale. Et si ça peut aller comme ça, l'objectif sera vraiment atteint. Cette première édition a eu du succès dans la commune et nous remercions les autorités pour leur engagement, puisqu'il y avait la présence du maire, du début jusqu'à la fin, nous a toujours accompagnés. Et je profite aussi de ce canal pour remercier l'ambassade de la France, le ministère des Sports pour cet accompagnement, parce que c'est grâce à ces partenaires-là que nous avons pu organiser cette compétition dans cette commune et nous avons pu aussi montrer qu'une femme peut jouer au football. La compétition s'est clôturée dans une ambiance festive avec la remise des prix. Le FC Segmana, grand vainqueur, est reparti avec le trophée et une enveloppe financière de 100 000 francs CFA. Libantais FC, finaliste malheureux, a reçu 75 000 francs CFA pour sa performance. Les équipes classées 3e et 4e ont respectivement empoché 50 000 francs et 25 000 francs CFA. Cette première édition a su allier sport et récompense, motivant de quoi encourager davantage de femmes à s'engager dans le sport dans la commune de Segmana. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous et surtout bon début de semaine.